Mes chers fidèles auditeurs, c'est un plaisir immense de vous retrouver encore pour un nouvel épisode des Étoiles du Bled. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement content parce que pour la première fois depuis que je fais cette émission, je reçois quelqu'un que je connais, que je connais depuis plusieurs années. Et quand je dis plusieurs années, il faut remonter à l'époque où nous étions encore sur les bancs de l'école. Vous vous imaginez? Alors, j'ai nommé Monsieur Hervé Novignon Baba, dit Easy Mistura. Et Ouais, alors, mon gars, comment tu vas? ça va à la pêche, tranquille, on rend grâce. Je suis vraiment Alors, content d'être ici aussi. euh, J'attendais mon épisode en fait. tu attendais ton épisode parce que tu pensais déjà que, voilà, on pouvait te considérer Oh, comme une bien étoile du sûr. bled, hein? Ok, ok, Bien ok, sûr. ok, ok. Bon, bah, je pense que tu connais déjà le principe de l'émission parce que tu es l'un de nos fidèles followers. Donc, Ouais, bah, sans plus tarder, on part pour la présentation. let's get it. Silence, s'il vous plaît. Place à la présentation. Oh, d'avenir. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Izzy, je te connais depuis, enfin, on se connaît depuis les bancs de l'école, le collège protestant Lomé Agbalé-Pédogan. Je me Ouais, rappelle que, voilà, tu étais jeune lycéen en classe de seconde et moi en classe de troisième. Et à cette époque, on se disait seulement bonjour, on se contentait d'échanger quelques mots vite fait pendant nos conversations avec les amis en commun. Et ouais. aussi à cette époque, tu étais déjà la star de tout le collège. Et pour cause, non seulement tu étais un élève brillant, mais aussi tu faisais déjà montre de tes talents de chanteur et de guitariste. Alors en terminale avec tes copains de classe, tu montes le groupe Hood Boys, qui se fait Yeah. chapeauter par, Soulja Music Records de Ghetto Mike. Et vous vous faites Mhm. découvrir avec le titre I Know. And I know, no, 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 no. And I know, new life without you. Nothing is about to keep me blind again. And I know, everything you have brings you in. Everything is slurred, I have seen you move. And I know, new life without you. Nothing is about to keep me blind again. And I know, everything you have brings you in. Everything is slurred, I have seen you moving. Après le bac, Hood Boys devient Street Angels. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que tu nous diras plus tard. Mais c'est surtout avec le crew Soulja Music Records, c'est-à-dire tous les artistes qui étaient en fait sous cette égérie-là, que vous cassez tout avec le morceau Je suis fou. Je suis fou comme Michael Jackson. Je fais des trucs de ouf, girl, et je suis fou de ma zik, yeah. And smoke the weed, got those fellas talking. They say he's looked up, smoked up. I just say what's up, drifting on the pace. Dogs in the cage, got me a suit, I miss ya, mais la true, ouais. On est fou, on met de la vibe, c'est les danses, on les crée nous-mêmes. Everybody sing my name. On fait de la pop rap music. Future hate one street Le succès de Je suis fou est immense. Mais ce n'est pas pour autant que le grand public te découvre toi et ton groupe. Mais est-ce que toi, Izzy, tu leur en donnes l'occasion? Non. Parce que je pense peut-être selon toi, la musique ne donnera pas forcément des millions au compte en banque et aux parents. Et donc la priorité, c'est les études. Et alors intervient un départ pour le Brésil dans le cadre d'une bourse. La légende raconte d'ailleurs que tu devais prendre ton vol à Accra et c'est seulement au moment de traverser la frontière du Ghana que tu appelles un membre du groupe pour lui annoncer que tu t'en allais pour une nouvelle vie.
C'est comme ça que Mr. Breezy, comme tu te faisais appeler, lâcha les Street Angels, c'est-à-dire les anges de la rue, leur coupant ainsi les ailes avant même qu'ils n'eurent l'occasion de rentrer dans le cœur des mélomanes togolais. Alors, si tu abandonnes la musique pour tes études, qu'est-ce qui peut bien justifier ta présence dans ce projet dédié aux étoiles du Bled? Notre amitié? Bien évidemment que non. La suite de l'histoire, c'est que tu as décidé de quitter la musique, mais la musique n'était pas d'accord avec ce choix et t'a suivi de l'autre côté de l'Atlantique. Il se fait que dans la même promotion de l'année 2012, dans le cadre de cette bourse d'études au Brésil, du côté des étudiants béninois se trouvait un certain Big Snow, lui aussi auteur d'un des plus gros hits du rap africain francophone, en featuring avec le grand et fameux Blaze. Je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à prouver. Et si un jour je perds, tu sauras où me trouver. Yes, oui, dis dans ta lettre, c'est la bouche. Big Stop, place, troisième mot et 3C. Je représente ma clique, je représente la zik. Big Snow, le rebelle, race la oblige. Ready for the fight, négro, ne me chaîne pas. Ainsi du destin, peut-être bien. En tout cas, c'est comme ça que vous l'interprétiez. Et tout de suite, vous formez un duo. Big Snow devient Opai Big Biggie. Et toi, Mr. Breezy, tu deviens Easy Mistura. Et tous les deux, vous formez le groupe Dois Africanos, c'est-à-dire deux Africains. C'est ainsi qu'à parallèle des études, vous entrez en studio et consécutivement, vous sortez Takalor, c'est-à-dire Il fait chaud, et Eusojila, c'est-à-dire Je suis de là, genre je viens d'Afrique, etc. Les deux morceaux connaissent un petit succès dans votre ville de résidence, João Pessoa, où vous parvenez à rentrer très rapidement sur les scènes musicales. Et vous arrivez aussi entre autres à faire des passages télé et radio. Mais en vrai, c'est en 2015 que tout va péter méchamment. Qu'est-ce qui se passe en 2015? En 2015, votre groupe participe à une compétition de musique intitulée Superstar, qui est en quelque sorte la version de The Voice, mais pour les groupes. Et le projet en fait de Superstar est porté par la plus grande chaîne de télévision du Brésil et de l'Amérique latine, Globo. Alors, inutile de dire que votre parcours incroyable qui vous mène jusqu'en finale fait de vous des superstars dans tout le Brésil. C'est ainsi que de 2015 à 2019, avant la Covid, vous n'arrêtez pas de tourner dans l'ensemble du pays et de faire danser et chanter le pays de Neymar, même en Mina. Alegria de viver, alegria de aprender. Pedimos permissão pra poder cantar. Me vale na batuba. Il faut dire que la Covid a brutalement stoppé beaucoup de choses et juste après, la cadence effrénée de vos activités musicales s'est un peu essoufflée. Dans le même temps, je pense que ton acolyte s'est petit à petit tourné vers l'une de ses premières passions, le business. Et aujourd'hui, même si vous sortez des projets, des sons de temps en temps, on se demande si la suite du groupe s'inscrit toujours dans la musique ou si une petite carrière solo se profile à l'horizon pour toi, vu que des gens te voient de plus en plus seul sur des collaborations, etc. En tout cas, je n'en dis pas plus. Tu nous en diras, toi, si le cœur t'en dit. Mais avant qu'on en vienne à ta carrière, à la carrière de groupe, à ton parcours et tout ça, est-ce que tu aurais un commentaire à faire pour appuyer, compléter ou corriger les éléments d'information que je viens d'apporter dans cette présentation? Bon, je crois que c'est une des présentations les plus complètes que j'ai. Et ça ne me surprend pas parce que tu as toujours fait ça dans cette édition. Donc, bon, j'attendais pas moins, je n'en attendais pas moins, en fait. Je crois
crois que tu as tout dit en fait. Oui, j'ai commencé au Bled. Pourquoi Street Angels après Hood Boys? Parce que il y a le showbiz, il est contrôlé par les contrats et sur les contrats, il y a des jeux de propriété qui font que parfois on a besoin de certaines modifications juridiques. L'arrivée au Brésil, il faut dire qu'en fait, quand je venais au Brésil, je pensais à désister à la musique. Il fallait dire que j'étais un peu traumatisé avec le showbiz, donc je ne pensais plus à être musicien quand je venais ici. Je crois que j'ai un peu mentionné, mais pour aller un peu plus en profondeur, j'avais pratiquement désisté. Tu sais, Donc, on va pas trop en dire plus, on va en revenir tout à l'heure. Hein, ouais, sur les d'accord, trucs. voilà. Je pense que ça peut être très, très intéressant d'apporter cette perspective-là, voilà, dans la partie où on parlera de ta carrière, ok? Du coup, chers auditeurs, hold tight, hein, tenez bon, on en arrive là tout à l'heure. Bon, en attendant, avant justement de passer à cette partie, on va parler des questions toucaratives. Les questions toucaratives, en fait, leche. Yeah, man. Donc, des petites questions vite fait comme ça, voilà, pour pimenter un peu le truc et pour déjà te mettre dans le bain de l'outro qui va arriver à la fin de l'émission. Alors, la première question que je vais te poser, en fait, tu vis au Brésil. Et il y a une chose qui attire particulièrement les hommes du monde entier quand on pense au Brésil, ce sont les femmes. Les femmes brésiliennes. Mais maintenant, les femmes brésiliennes, les fameuses femmes brésiliennes. Donc, moi, j'ai envie de te poser une question. C'est quoi le problème et l'avantage avec les femmes brésiliennes? Wow. Je crois que le premier problème, c'est un problème culturel parce que nous venons d'une société qui nous a formés différemment. Donc, on pense différemment quand on est africain. On pense famille, on pense structure, on pense construction. Et il y a certaines choses qui sont sacrées pour nous. Je sais que il y a globalisation actuellement, tout le monde fait ce qu'il veut, mais chez nous, on a un sens du sacré par rapport au corps, par rapport au sexe, par rapport à tout ça. Et ici, c'est pas exactement ça. Ici, tout est libre et tout le monde fait ce qu'il veut. Donc, c'est pas exactement le même sens de sacré qu'on a. Donc, il y a parfois des conflits qui peuvent apparaître à cause de ça. Okay. Bon, le côté positif maintenant. Justement, c'est intéressant que parfois le problème soit aussi un peu la solution, l'avantage ici, parce que chez nous, nous avons été formés dans une société où nous sommes assez inhibés. Donc, parfois, on n'expresse pas nos sentiments, on ne dit pas ce qu'on pense. Il faut tourner autour pendant 3 mois avant de dire qu'on aime quelqu'un. Et c'est toute une cérémonie pour sortir avec quelqu'un et tout ça. Il faut acheter des cadeaux, il faut donner de l'argent, il faut tout ça. Et les femmes brésiliennes ne sont pas comme ça. Quand elle vient te dire « je t'aime et je veux savoir ce qu'on va en faire ». Donc, ça, c'est positif. Ouais, cool. Alors, prenons le pas. En fait, dans la suite de cette question, j'aimerais te poser une autre. Du coup, pour toi, la femme idéale, elle viendrait de quel pays, de quelle culture? Du Brésil, du Togo, du Cap-Vert? De quel pays? Dis-moi. Il faut dire qu'il y a beaucoup de... Tu sais, actuellement, je ne sais pas si je crois encore à la femme idéale. En tout cas, la femme idéale pour toi. Je crois qu'à cause de Disney et tout ça, on a appris un truc. J'étais super romantique. En fait, je suis encore super... Je crois que c'est le côté artistique, donc il y a l'âme du rêveur et tout ça. Mais avec le temps, je crois qu'il y a certains éléments qui sont importants. Donc, c'est ces éléments que je recherche dans une personne. Donc, une personne qui a une vision, qui ressemble un peu à ma vision, qui va un peu dans la même direction, avec qui on peut s'entendre, parler, se comprendre, construire des choses ensemble. Parce que quand tu es un aigle, tu ne peux pas voler avec des pigeons. Donc, mais le truc, c'est que chaque personne a un appel déterminé. Donc, par rapport à ton appel, à ta vocation, et je ne parle pas automatiquement spirituellement, mais ce que tu es appelé à faire sur Terre, il te faut une personne qui peut t'aider à construire cela.
ou au minimum qui ne va pas te déranger dans la construction de cela. Donc c'est ça que je cherche actuellement. Donc, du coup, selon toi, en bref, la femme idéale, Elle peut en être fait, chinoise, elle être peut être, chinoise, mais il y a de qui n'a pas grandes de chances nationalité. qu'elle soit africaine. Il y a de grandes chances qu'elle soit africaine. De grandes choses quand même qu'elle soit africaine. Hein. Ok, d'accord, c'est noté. Oui. Alors, dans le même sens des premières questions que je t'ai posées, toujours pour essayer de te mettre dans la sauce et de te faire taper dessus, j'aimerais que tu me dises quel est le plus gros défaut et la plus grande qualité de ton compère de toujours au paille Biggie Biggie. Wow, ça c'est relou ça. Il y a tellement de choses positives à avoir avec Biggie en fait. Je crois que c'est une des personnes les plus sages que je connaisse, les plus. Ouais, je crois que le point le plus important peut-être que je remarque chez lui, c'est la sagesse en fait qu'il a. C'est une Ok. personne qui a toujours les mots certains pour les situations certaines et ça fait en fait que beaucoup de gens gravitent autour de lui parce que on sait qu'il a, en fait, il porte quelque chose en fait qui est très riche en fait, qui enrichit les gens autour de lui. Euh, Côté défaut, je ne sais pas. Je crois que peut-être il y a une chose mais qui a vraiment changé aussi avec le temps parce qu'on s'adapte et on apprend par rapport à d'où on vient. C'est que avant, je crois qu'il était beaucoup plus explosif. Tu sais, les gens qui, quand ils s'énervent et puis c'est ça, le moment, il dit tout ce qu'il doit dire et puis après, il regrette en fait ce qu'il dit. Donc, mais je crois qu'avec le temps, ça s'agit. Donc, actuellement, il est beaucoup plus Posé. t'appelles et puis vous discutez, vous expliquez tout ça. Donc, chacun fait son. Ouais. Voilà. Ok. Alors, dernière question. Izzy, depuis que tu as quitté le Togo, tu n'y as plus jamais remis les pieds, c'est bien ça? Ouais. Depuis 2012, janvier Ça fait 2012. longtemps, hein. Ça passe Ça rapidement, fait longtemps. pratiquement 12 ans Yeah. que tu es parti, même un peu plus Mhm. de 12 ans que tu as quitté le pays. Alors, la Yep. dernière question que je vais te poser, c'est quoi la première chose que tu feras dès que tu fouleras le sol Mauvais le de la foufou. nation togolaise? Le foufou. Tu cours Oui. directement de l'aéroport chercher du foufou. Ouais, exact. Mais je crois il y aura ça à la maison quand je serai là parce que tout le monde sait. Ah ouais. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est noté. Bon, je pense que voilà, bien joué, bien travaillé. On va passer à la deuxième partie de cette émission, c'est-à-dire l'œuvre de l'invité. Youp. Mes fans, prêtez attention. On va écouter Tonton Marak, l'invité du jour, parler de son œuvre. Bueno, mon cher Izzy, tout à l'heure, en fait, on parlait du changement du nom de ton groupe. Donc, je me suis dit en fait que c'était quand même, ça aurait été plus intéressant que nous abordions cette question plutôt dans cette partie, parce que j'avais une question qui, avait un petit lien avec, avec ta vie de groupe à Lomé, ta vie de groupe musical à Lomé. Donc, déjà, je pense que tu peux déjà commencer en nous disant peut-être un peu qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Hood Boys et voilà, peut-être nous donner un peu plus de détails sur les problèmes que vous avez eus et sur cette nécessité-là qu'il y a eu de passer à Street Angels. Parce que, bon, voilà, c'est aussi quelque chose qui éventuellement pourrait édifier des jeunes artistes qui commencent et puis voilà. Bon, on a commencé à l'école, donc je crois que le groupe il est né dans notre salle de classe parce qu'on étudiait tous ensemble au CPLA. Et on était en fait je ne sais pas si vous savez, mais on était le groupe rival de 4RS. Donc on était genre. Le Papara et tout ça. Le Papara, oui, l'Amical, Jackie Jack, voilà. Exact. Donc, et bon, moi, en fait, je suis descendant de M16. J'ai commencé avec le M16. Le M16, c'est le groupe où est sorti Gun 12. Donc, j'ai commencé à traîner avec ces gens. C'est eux qui m'ont appris à rapper. Explosif, uranium, micro. Et donc, notre groupe, il est né avec nos freestyles en salle de classe pendant la récré ou quand on avait une heure libre et tout ça.
Donc, le contrat avec Soldier Music, il est arrivé vraiment par, je dirais destin, mais un peu par hasard, parce qu'on a décidé de faire une chanson, d'enregistrer une chanson sur Soldier Music, donc on est parti là-bas, et on a posé le son, et au début, quand on arrivait à Soldier Music, il fallait 3 semaines pour aller, tu enregistres la chanson, il y a 3 semaines pour que tu retournes chercher la chanson prête. Donc, quand on est retourné chercher la chanson, ils avaient la proposition du contrat déjà pour qu'on soit signé là-bas. Et donc, on est arrivé super immature aussi, juridiquement et tout ça, en fait. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas, parce que pour nous, c'était le rêve de chanter, de faire du rap et tout ça. Mais il y a une dimension qui est un peu plus sérieuse quand ça devient du travail, en fait. Et donc, je crois qu'avec nos instabilités émotionnelles et tout ça, on comprenait un peu le milieu. Et dans tout ça, en fait, je crois qu'il y a eu certains désalignements et il y a eu un des membres du groupe qui est sorti. Et quand ce membre est sorti, ce qui s'est passé, c'est que sur le contrat, on avait un nom, mais le nom du groupe, en fait, il comprenait 4 intégrants, yes. Oui, 4 membres, quoi. Donc, on avait 4 membres dans le groupe. Et après, qu'une personne soit sortie, ce n'était plus le groupe, en fait. C'était 3 personnes qui étaient d'un groupe de 4. Et donc, on a dû changer de nom et reconstruire une nouvelle identité. Et il faut dire que ça tombait bien aussi parce que c'était au moment où on commençait à se rencontrer comme artistiquement, quand on a commencé à comprendre un peu, qu'est-ce qu'on fait exactement? Parce qu'au début, on faisait un peu de tout, hein, un instrumental, on chantait tout ça. Et on a commencé à trouver un peu notre place dans le showbiz. Donc, c'est à ce moment qu'on a changé de nom. Au début, on était 5 au début, en fait. Ça, c'est un truc que que beaucoup de gens ne savent pas, mais on était 5, après on est passé à 4, après on est passé à 3. Et il faut dire que, bon, c'est pas exactement qu'il y a eu une guerre ou des problèmes, mais en fait, je crois que plus le temps passe, plus on découvre en fait ce qui est essentiel pour quelque chose. Donc, ce qui est essentiel parfois, ça reste, et ce qui n'est pas tellement essentiel trouve trouve sa place dans un autre endroit. Donc, il y a eu le membre du groupe qui est sorti. Actuellement, il est manager. Il a toujours eu l'étape du manager, mais tu sais, parfois, quand on commence tout le monde ensemble, il y a eu l'émotion de on va chanter tout le monde, mais c'était pas, je crois que c'était pas trop son truc, en fait. Donc, il a trouvé sa place comme manager au lieu de chanteur. Je crois que ça a été bon pour lui, en fait, de cette circonstance. De faire le switch. Oui. Ok, je vois. Alors, du coup, tout à l'heure, tu disais que, voilà, quand tu as quitté le Brésil, quand tu as quitté le Togo pour le Brésil, pour toi, la musique, c'était terminé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette phase Street Angel, dans la vie avec Soldier Music Record, pour que tu décides de partir au Brésil et en partant, tu te dis tellement dégoûté que pour toi, la musique, tu ne veux plus en entendre parler. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, il faut dire que c'est comme j'ai dit, ouais, au début, c'était un rêve, tu vois. Donc, quand on rêve, on a l'imagination de ce que ça peut être. On se voit sur les stages, sur les concerts, sur les posters, sur tout ça. Mais on n'a pas vraiment une idée de ce que le showbiz est. Parce que le showbiz, c'est une industrie. L'industrie, ça veut dire travail, ça veut dire contrat, ça veut dire histoire juridique, ça veut dire avocat, ça veut dire tout ça. Nous, en fait, comme Street Angel, on n'est jamais arrivé jusqu'à ce point d'avoir des problèmes juridiques. Mais je crois qu'il y a eu une sorte de comment ça se dit des encontros. Il y a eu une sorte de... En fait, j'avais des expectations. Exact, un déphasage entre ce que j'attendais et ce que tu as eu. Et la réalité, exactement. Donc, je crois qu'au début, je me suis un peu perdu. J'ai pas vraiment compris comment est-ce qu'il fallait être dans ce milieu, c'est comment que ça fonctionne ici, pourquoi tout est différent de ce que j'attendais, pourquoi est-ce que tout est plus rapide. Parfois, tu rencontres des gens et bon, c'est pas exactement ce que tu sais. Il y a des gens qu'on rêve de connaître, et puis quand on les connaît, on se rend compte que c'est pas exactement ce qu'on attendait. En fait, c'est pas exactement, cette personne n'est pas ce que je croyais, tout ça.
Mais on a eu beaucoup de chance parce qu'on a été vraiment pris sous les ailes de Guerrema. Guerrema, qui a toujours été vraiment un grand frère aussi pour nous, tu sais. Donc, il disait toujours, ah, va de ce côté, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Donc, ça a été une grande aide. Mais je crois que le problème était beaucoup plus interne à mon niveau. Donc, je n'arrivais pas trop à comprendre comment ça fonctionnait, tout ça, donc avec les frustrations. Et il y a eu certaines histoires internes qui étaient du label aussi, qui se sont passées. Lesquels? Entre autres avec qui en fait avait à voir avec d'autres artistes du label. Ok. Donc avec EAE, bon, avec tout ça, la Mais structure avec non, on veut savoir je ne vais pas, concrètement. je ne vais même pas les filles. Non, c'est Mais le but. il y avait C'est beaucoup juste un d'artistes sur petit le truc. label, en fait. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans. Tu peux Ouais, en mais tout cas. c'est pas. Mais Quand même. on a commencé sur Soulja Music en étant produit avec Lou Brown et Guedoman qui se sont mis ensemble pour produire nous. Mhm, Et un autre artiste qui s'appelait Gwen. mhm. Et donc après, il y a eu les CLM, il y a eu Virus, il y a eu les autres qui sont entrés. Mais bon, à un moment donné, avec une ou deux histoires qui étaient en fait du label, c'était de la structure de production, il s'est fait que Lou Brown s'est séparé de la structure. Et donc, quand Lou Brown s'est séparé, avec lui, il y a certains artistes qui sont partis, il y a d'autres qui sont restés. Tout ça. Je pense que Gwen était parti avec lui parce que. Ouais, il est resté avec Lou Brown. Et donc, nous, on est resté. Donc, à la fin, c'était un peu comme s'il y a. C'est comme. Tu vois, quand les parents se séparent, et il y a l'enfant qui se retrouve un peu, bah, je sais pas, si Au je reste avec milieu. mon père, si je reste avec ma mère, voilà. Mhm. Donc, il y a eu cette histoire aussi qui a été un peu confuse. Donc, au milieu de tout ça, je crois que j'étais vraiment confus aussi. Donc, et il faut dire aussi qu'un truc que je ne comprenais pas en ce moment, mais aujourd'hui, je comprends. Ma mère était décédée il y a, je sais pas, j'étais pratiquement sorti de l'enterrement de ma mère pour aller signer le contrat, en fait. Ok. Donc, c'était une phase nouvelle de la vie qui avait une perte, un deuil qui n'avait pas vraiment été processé, comment, n'avait pas été vraiment vécu Tu n'avais pas fait dans ton toute deuil sa encore. dimension. Tu n'avais pas Exactement. vraiment Donc, il y pris le avait temps tout de ce faire ton deuil. processus qui était émotionnel. Maintenant, je comprends parce que je suis plus vieux. Mais le processus émotionnel, donc, et la vie, en fait, reflète ce qu'on a à l'intérieur. Donc, il faut dire que mon intérieur n'était pas vraiment structuré pour ça. Donc, je suis venu au Brésil en disant, ah, bah, cette histoire de musique, ça, en fait, ça cause que des problèmes. Et bah, je sais pas si je veux ça. Ok. Mais, il se trouve que il y a des gens que la musique choisit et je peux dire clairement que j'en suis un. Parce que je ne sais pas combien de fois j'ai essayé de désister de la musique déjà. Mais il y a des gens que la musique choisit et donc la musique m'a choisi. Je suis arrivé ici, j'ai passé 2 semaines ou 3 semaines sans que personne sache que je chantais et Biggie est arrivé. Et donc c'était genre, voilà les filles. Donc tu connaissais déjà Biggie. Ouais, on se connaissait de nom parce que Soulja Music avait une relation avec avec la structure de Blaze, DSC, les gens les Béninois qui venaient souvent faire leur concert et tout ça chez nous. Donc, et il faut dire aussi que la formation que j'ai comme artiste, ça doit beaucoup à cette relation aussi. Parce que je me souviens, par exemple, j'ai appris à écrire rapidement, par exemple, à composer rapidement parce que avant, qu'est-ce qu'on faisait? On achetait un instrumental, on allait à la maison, on composait pour 2-3 jours, après on se revoyait, on répétait, tout ça. Après, on allait en studio peut-être 1 semaine, 2 semaines après. Mais à Soulja Music, c'était genre, ah, JC est là, on va faire un son. C'était genre, ah, Blaze est là. Et les gars, ils écrivaient leur chanson en 30 minutes, et puis bah, le gars faisait le beat en 30 minutes, les gars écrivaient en 30 minutes, ils posaient en 30 minutes, et puis bah, 1 heure de temps, le son était prêt. Donc, c'était une influence qui m'a beaucoup enseigné. Donc, c'était genre, il faut que j'apprenne à écrire rapidement. Il faut que j'apprenne à poser mes voix de cette façon. Tout ça. Donc, tout ça, c'était... Ok. Tu sais, je rends grâce. Il n'y a pas vraiment de point où je regarde et je regrette, en fait. Ok. D'accord. Alors, donc, du coup, dans ce cadre-là, si on replace bien le cadre, Hood Boys devient Street Angels. Finalement, voilà, il y a cette lutte interne, le fait que tu n'as pas pris le temps de faire ton deuil, les petites frustrations qui peuvent arriver, voilà, déjà en interne dans la vie du Soulja Music Report et même en externe dans le showbiz en général. Bah, frustration, il y a l'opportunité d'aller étudier au Brésil, tac, tu l'as saisi, tu t'en vas, la musique c'est terminé et tout ça. Mais tu rencontres Biggie et vous formez un groupe, les Dois Africanos. Et puis,
la mayonnaise prend très rapidement, comment dire, déjà dans votre ville, João Pessoa, on vous reconnaît dans la rue. Je me rappelle encore le jour où j'étais avec vous dans un centre commercial et des enfants, des élèves, je crois du niveau CM1 ou 6e, je ne sais pas, qui vous voient et ils se mettent à pleurer. Moi, je venais d'arriver, je vous regardais. Mais vous pleurez pourquoi les gars? Voilà, je les regarde se balader en caleçon partout dans l'appartement. Vous êtes là, vous pleurez à cause de... Je ne comprenais pas. Mais là, en fait, c'est là que je me rends compte que, ah tiens, finalement, en fait, vous êtes des petits quelqu'un dans ce pays. Tu vois? Mais là, c'est au niveau de João Pessoa. Du coup, ensuite, ça évolue. On a, voilà, Superstar qui arrive. Et puis, comme un raz de marée, voilà, la vibe des jeunes Africains qui sont là au Brésil, qui chantent des fois dans leur langue, des fois en portugais, c'est-à-dire dans la langue du brésilien. Et voilà, qui ravit tout le monde. Du coup, moi, par rapport à ça, je ne veux pas qu'on revienne sur les étapes, nanani, comment ça a commencé, etc. Mais voilà, il y a trop de choses. Moi, je veux juste, en fait, qu'on parle de moments. Pour toi, par exemple, dans toute cette carrière-là, depuis 2012, où vous commencez, Biggie et toi, où vous prenez la décision de former le groupe, jusqu'à peut-être la Covid, où, voilà, ça, c'est vraiment là, le moment où ça monte et puis voilà, ça reste tout en haut pendant un moment. Dans cette période-là, en fait, quel est le moment pour vous le plus marquant? Quel est votre moment, selon toi en tout cas, quel est le moment qui te marque le plus de toute cette épopée-là? Je crois que c'est la compétition, c'était Superstar sans doute. Parce que je crois que c'est le moment où j'ai réalisé en fait ce qui se passait. Parce que au début c'était deux jeunes musiciens et on kiffe le son, on fait du son parce qu'on aime du son et puis voilà, les gens qui aiment aussi donc ils vont à notre concert, c'est cool. Mais je crois que c'est le moment où on a réalisé en fait que ce truc ici c'est du travail. Tu sais que c'est... Parce que, tu sais, on est Togolais. Chez nous, il y a une industrie que je ne sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui, 12 ans après, mais chez nous, il n'y avait pas une structure. Genre, il y a des choses aussi basiques, par exemple, que les droits d'auteur, par exemple. Je ne sais pas comment c'est structuré chez nous. Je n'ai jamais entendu parler de droits d'auteur. Si, je sais que ça existe du droit, mais bon. Tu sais... Mais ici, c'est un truc qui est tellement structuré que tu es chez toi, tes droits d'auteur te trouvent chez toi. Il y a une structure qui va chercher tes pourcentages, qui t'apporte chez toi et tout ça. Donc, je crois que c'est le moment où j'ai réalisé en fait que, oups, c'est du travail. Et j'ai réalisé que, en fait, c'était plus grand que ce que je croyais. Parce que je suis venu d'un pays où il y a 8 millions, peut-être 9 millions actuellement d'habitants. Ici, il y en a 200 millions. Donc, ici, si genre 10% des Brésiliens t'aiment, tu as déjà 20 millions de fans. Ce qui est déjà énorme. Exactement. Même si et le Brésilien, il est vraiment différent de chez nous parce que c'est des gens qui sont beaucoup émotionnels. Donc, chez nous, le gars, il kiffe ton son, mais il fait, tu as les sons, il est cool. Et puis, c'est ça. Mais ici, le gars, il te trouve en chemin, c'est comme s'il y avait Dieu, Jésus après toi, en fait. C'est un truc, quand il t'aime, genre, extrêmement, et les gens qui suivent, en fait, ta vie, qui veulent savoir tout sur toi, qui cherchent tes histoires, qui t'écrivent, tout ça. Donc, je crois que c'est le moment où j'ai réalisé, en fait, que, oups, ce truc qu'on a commencé chez nous, dans le salon à la maison, c'est un truc qui a une portée immense. Et je crois que la partie qui m'a aussi beaucoup marqué ici, c'est de réaliser en fait ce qu'on représentait comme deux Africains qui avaient une identité en fait parce qu'on représentait beaucoup plus que Biggie et Easy. On était deux Africains, donc on avait toute l'histoire de l'Afrique sur nous en fait. Et le Brésil a son histoire qui commence en Afrique. Et il y a une grande partie de l'histoire du Brésilien qu'il veut connaître, qu'il veut avoir accès, mais il n'a pas accès parce que la colonisation et tout ça, les influences européennes et tout ça, tout ce qu'on sait un peu chez nous aussi. Je crois qu'on a le temps, on va en parler. Mais donc j'ai commencé à remarquer en fait que pour eux, c'était pas juste un Togolais et un Béninois qui faisaient du son, c'était deux personnes qui étaient une porte pour tout ce qu'ils avaient besoin de savoir sur l'Afrique. Une porte de connexion avec leur identité comme africains, entre guillemets. Donc, il y a toute une histoire, il y a tout un poids, en fait, racial, négritude, tout ça, en plus du culturel, qui s'additionne, en fait,
Donc, et c'est là, en fait, que beaucoup de choses a changé. Et à part ça, il y a eu le côté professionnel parce que bon, maintenant, on est vraiment entré dans l'industrie de la musique brésilienne. Donc, maintenant, il y a des contrats avec des structures qui sont plus sérieuses. Il y a Globo qui est derrière. Tu as des délais pour rendre des travaux que tu fais. C'est pas maintenant, si je veux chanter demain, je chante, mais c'était maintenant, tu as 10 jours pour avoir un clip prêt. Et tout ça. Donc, et maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui viennent qui sont pas nécessairement des gens qui sont bons, qui veulent ton bien. Donc, il faut faire attention maintenant, lire les contrats et tout ça. Donc, c'est devenu un peu plus sérieux. Et comme artiste aussi, je crois que c'est le moment où j'ai beaucoup plus grandi parce que j'ai commencé à avoir un accompagnement vocal. Il y avait maintenant une professionnelle une coach vocal et tout ça. Donc, la maison de production derrière. Donc, maintenant, il y a tout ça, en fait, qui m'a formé comme artiste, le producteur avec lequel on travaillait, qui a maintenant remarqué, ça, c'est ton point fort, ça, c'est ton point faible. Travaille ceci, fais ceci. Donc, je crois que artistiquement, c'était vraiment un point de diviseur diable. Je sais pas comment on dit diviseur diable. Diviseur diable. Je ne saurais, je ne saurais expliquer l'expression, je la connais pas, je la découvre. Mais c'est un peu comme c'est quand la mer se sépare et le peuple passe. Oh, ok. C'est un moment décisif, voilà. C'est un moment vraiment décisif. Un tournant, quoi. Comme artiste, comme personne, tout ça. En tant qu'artiste, en tant que personne. Comme personne, ouais. Ok. Alors, du coup, si je comprends bien, en 2 mots, en fait, Superstar a été marquant, surtout parce que ça te fait découvrir que, franchement, ce que vous faites, c'est un travail et il y a beaucoup de choses derrière. Et à côté, en fait, c'est que l'identité Dois Africanos représente beaucoup plus et va au-delà de juste Biggie et Easy. Par rapport à l'histoire du Brésil avec l'Afrique, par rapport aux Brésiliens noirs qui se cherchent, qui se cherchent un point de raccord avec le continent dont viennent leurs ancêtres d'une époque. Ok, mais d'accord, j'entends tout ça et j'ai 2 questions à côté. Est-ce qu'il y a une scène en particulier, genre un concert en particulier, qui t'a fait dire waouh, où est-ce que je suis? Ou un moment, je sais pas, un moment où c'est du genre, tu es là, peut-être que tu chantes en mina et tu vois que tout le monde reprend la chanson, ou je sais pas, un truc comme ça. Je crois que j'ai assez de 2 ou 3 moments qui étaient comme ça. Mais un des moments qui m'a vraiment marqué, c'est quand on avait un concert à la maison. À la maison, c'est Jean Pessoa. Jean Pessoa, ok. Donc, c'est la ville où on a commencé. Et il y a eu une truc, genre, je crois que c'était août 2014. Okay. On avait organisé un concert qui était gratuit, en fait, et qui était confirmé. Tu sais, les gens, il y a beaucoup de gens qui sont sur Internet. Les gens sont sur Internet. Donc, quand tu vois, il y a eu un concert, tout le monde a confirmé leur présence. C'était le temps de Facebook encore. Donc, tu pouvais confirmer, je vais à cet événement. Donc, il y avait plein de gens qui avaient confirmé qu'ils allaient au concert. On était super contents et on est arrivé au concert. Et au concert, il y avait 8 personnes, je crois. 8 personnes. Ouais, c'était vraiment frustrant. C'était genre. Mais où étaient tous ces gens qui avaient confirmé présence sur le concert? Et vous avez chanté pour 8 personnes? Oui, mais c'est un truc aussi que les artistes, il faut que tout artiste sache. Chaque concert est important. Même s'il y a 2 personnes, c'est un concert, c'est important. Et le public, tu as une sorte de dette avec le public. Si une personne se lève chez elle, se prépare, se lave et tout ça, prend un transport pour aller à un endroit pour te voir, parfois même paie un ticket pour te voir, tu dois quelque chose à cette personne parce que la personne, elle vient de dépenser sa vie, une fraction de sa vie pour toi, en fait. Donc, bon, on a donné notre meilleur au concert. C'était, OK, il y a 8 personnes, mais on va leur faire un concert. Et exactement 1 an, jour pour jour, on avait un concert dans la même ville et il y avait 5000 personnes. Et cette fois-ci, c'était payé. Exactement. Et ça a été vraiment marquant pour moi parce que c'était genre, attends, on est en train de chanter les mêmes chansons,
Mhm. On est en train de faire la même chose. Mais Mhm. maintenant, il y a un truc qui a changé, tu vois. Superstar. Donc, tu vois, donc, c'est un moment qui a été vraiment fort pour moi. C'était genre, putz, mais c'est quoi la différence? Et c'est là que j'ai compris aussi un truc. Tout le monde a un appel dans sa vie. Tout le monde a un truc spécifique qu'il est né pour faire. Et ce truc spécifique, il a un processus qu'il faut que tu passes pour que tu sois prêt à l'heure qu'il faut que tu sois prêt pour faire cela, tu vois. Donc, parfois, dans notre appressement, on veut le résultat aujourd'hui, mais il y a un processus qu'on n'a pas vécu, en fait. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens, ils se mettent dans des trucs bizarres, spirituels parfois. Mais il y a un processus. Et quand ce processus il est terminé, ça va être tellement naturel, en fait. Les choses commencent à se passer de façon tellement naturelle que ça fait peur, en fait. Mm. Un autre moment qui m'a aussi marqué, c'était un jour où j'ai reçu un message, en fait, d'une fan brésilienne. Et elle chantait une chanson qu'on avait en Mina. Elle chantait la chanson du début à la fin, sans accent pratiquement. Ah ouais. Et je me suis dit, mais attends. Ah, mais, tu vois? Donc, c'est un truc aussi qui m'a vraiment marqué. Donc, et ça m'a aussi donné un accès au fait que parfois, en fait, la musique, elle n'a pas de frontières. Et c'est un truc qui est réel, en fait. Quand les gens Ouais. chantent les chansons des Coréens, la musique n'a pas de frontières. Donc, l'artiste, il faut que l'artiste, il ait une notion de cela, que la musique n'a pas de frontières. Et que parfois, tu as commencé dans un endroit, mais ton public, il est peut-être quelque part à Singapour. Et le jour où tu le trouveras, tu comprendras, en fait. Quoi. Ouais. Alors, tu sais, j'ai encore deux petites questions pour cette partie. Et puis après, voilà, on pourra passer à la suivante tranquillement. On voit bien que voilà, ça a pris à partir de 2015. Avant déjà 2012, quand moi j'arrive, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, je vois ces jeunes-là, ces petits qui pleurent quand ils vous voient. Ça veut dire que vous êtes déjà quand même connus un peu dans la ville. Je vois que Oui. bon, en 2013, je suis là. Il y a ce concert-là qui se fait aussi en été. Et Voilà. c'est quand même, la salle est quand même remplie. Et puis après, tu me parles de cet épisode de 2014 où, bon, là, je pense que j'étais pas là. Vous avez 8 personnes et après, avec Superstar, tout change. Donc, on va dire que Voilà. malgré les fluctuations du début, déjà à partir de 2015, vraiment, ça part en flèche. Et puis voilà, jusqu'à la Covid, ça tient quand même. Voilà. Maintenant, Mhm. moi, la question que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que dans cette ascension-là, vous avez quand même senti une suite, un suivi sur l'aspect financier? Est-ce que côté argent, genre, parce Mhm. qu'on vous voyait partout, déjà, surtout à partir de 2015, comme tu dis, il y avait Yeah. 8 personnes en 2014, en 2015, c'était 5000. Et voilà, Yeah. partout ailleurs, je voyais que vous étiez invité partout dans le Brésil et c'était toujours plein. Des fois, c'était des concerts d'autres personnes, de très grands artistes brésiliens sur lesquels on vous invitait. Vous faisiez pas mal de collaborations. Bah, Yeah. généralement, on voit ça sur les réseaux sociaux et tout ça. On dit waouh. Mais est-ce que le compte en banque aussi criait waouh? C'est là que mon compte en banque n'a pas encore crié waouh comme il faut. Mais tu sais, il y a un truc qui est important aussi de se savoir. Et aujourd'hui, surtout qu'on est à l'ère du digital, donc il y a beaucoup de gens qui sont fameux sur Internet. Mais il y a toute une structure dans le monde de la musique, il y a toute une structure en fait qui s'occupe de la partie financière. Donc, ouais, bon, il faut dire qu'on a été beaucoup, ouais, il y a beaucoup de choses qui se sont passées positivement, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de setbacks. On a eu assez de setbacks aussi. Et je crois que la première chose, en fait, dont on a souffert, c'était de l'association erronée. On avait une équipe, en fait, qui était commencée avec des gens avec qui on a commencé, on est arrivé ensemble. Donc, quand tout est arrivé, on a mis ces gens avec nous, comme production, comme équipe et tout ça. Donc, notre premier truc là, c'était eux. Mais il s'est passé que quand les choses ont commencé à changer, il y a des gens qui voient l'argent, ils changent. Donc, ces gens, par exemple, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Ils ont commencé à causer certains problèmes et tout ça. Et bon. Donc, c'est pour ça qu'il faut
je crois on a eu beaucoup de choses à apprendre. Voilà. On était vraiment pas mature sur certaines histoires, tu sais. Donc, je crois que pour moi, c'était beaucoup ce processus de... Ah, parfois, c'est... Mais bon, il y a beaucoup de choses par rapport auxquelles, financièrement, on a eu beaucoup de retours aussi, mais on a eu beaucoup de problèmes aussi. Tu sais, more money, more problems. C'est un peu ça. Du coup, ça aurait pu être Donc, plus, mais vous vous êtes fait douiller à certains moments, ouais, quoi. voilà, exact, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc, des gens qui... Et le problème, c'est quoi? Quand tu as une production, quand tu as une équipe autour de toi, c'est comme on dit, tu es autant fort que la personne la plus faible de ton équipe. Ok. Donc, il faut toujours se mettre avec des... Mais le solde est positif, disons, le solde est positif. Ok. Mais c'est un truc que je vais toujours dire. Et tu sais, par exemple, on a eu 5 ans de maison de production. Mhm. Et c'est seulement quand on est sorti de la maison de production que j'ai commencé à comprendre, par exemple, sur le système de droits d'auteur et tout ça. Parce qu'il y a des choses que les maisons de production ne veulent pas que tu saches. Parce que quand tu sais, tu commences à réclamer tes droits, tu commences à fonctionner différemment. Donc, ils te maintiennent parfois dans l'ignorance pour pouvoir te rouler et tout ça. Donc, on a eu beaucoup de ces épisodes aussi. Mais on a prié, c'est le plus important. Donc, maintenant, actuellement, on gère le truc nous-mêmes. Donc, c'est différent, en fait. Ok, d'accord. Bon, bah, en tout cas, de ce que tu dis, en fait, on retient que c'est important de bien s'entourer quand on rentre Toujours. dans le monde de la musique. Je pense même dans tous les contextes de la vie, en fait, c'est bien Tu d'être bien sais, un truc entouré, aussi hein. que je vais dire, que je ne sais pas trop comment ça va sonner pour les gens, mais il faut apprendre à discerner spirituellement les gens. Discerner spirituellement les gens autour de toi. Tu sais, parce que je crois que on a beaucoup on a été formé à analyser les pour et les contre de façon naturelle. Genre, ok, il est intelligent, il a l'air de comprendre ce qu'il dit, je crois que ça va marcher. Mais ce monde, et chez nous en Afrique, on comprend ça, mais parfois, je crois on n'a pas trop la notion, en fait, quand on est plus jeune, on n'a pas trop la notion de ça. Donc, le monde, il fonctionne spirituellement. Avant tout, le monde, il fonctionne spirituellement. Donc, les gens, parfois, il y a des gens avec de bonnes intentions, mais quand ils se mettent autour de toi, ils ont tout un réseau spirituel autour d'eux qui va te déranger au lieu de t'aider. Et il y a des gens qui n'ont pas parfois l'air d'avoir toute la structure qu'il faut, mais c'est eux les personnes dont tu as besoin pour que ton étoile brille. Donc, il y a tout ça qu'il faut apprendre. Et il faut surtout écouter son intuition parce que l'intuition, elle ment pas. Donc, parfois, la logique, elle dit quelque chose, mais l'intuition, quand elle dit autre chose, il faut suivre l'intuition. Tout le monde dit que c'est à droite, mais ton cœur dit c'est à gauche, va à gauche. Même que ce soit contre la logique, même que ce soit contre tout ce que tout le monde dit. Parce que je crois que c'est la plus grande leçon que j'ai apprise dans toutes ces années, c'est ça, écouter l'intuition. Parce qu'au fond, on sait. Au fond, on sait. Ok. Donc, pour résumer, j'aime bien résumer sur cette émission. Entourez-vous bien de personnes, en tout cas, qui, du mieux que vous pouvez, hein, du mieux que vous pouvez, essayez de vous entourer de personnes qui ont de bonnes intentions avec vous, envers vous. Essayez de bien vous entourer aussi spirituellement parce que ce n'est pas que sur l'aspect physique et intellectuel, mais c'est aussi sur l'aspect spirituel. Et aussi, pour couronner le tout, la petite cerise sur le gâteau, c'est faire confiance à son intuition, même dans le choix des personnes, que ce soit spirituelles, intellectuelles, etc., qui vont vous accompagner. Donc, voilà, c'est bien. Et pour finir cette partie, moi, je vais te poser 2 questions. Tout à l'heure, je disais déjà 2 questions, mais là, je me rappelle qu'il y a encore 2 questions. Donc, voilà. On y va. Alors, finalement, pour toi, c'est quoi la suite par rapport à la musique? C'est du genre... parce que effectivement, je vois que Biggie, je l'ai plusieurs fois rencontré ici en France. Apparemment, lui, il est parti, il est loin dans le monde des affaires maintenant. Est-ce que la musique est toujours une priorité pour lui? Est-ce que tu pars vers une carrière solo? Est-ce que Dos Africanos revient? Qu'est-ce qui se passe? Bon, Dos Africanos Très ne s'est pas... rapidement, hein. Ouais, Dos Africanos ne s'est pas arrêté, mais je crois qu'actuellement, il y a le focus, il est un peu sur des aspects différents aussi. Donc, j'ai toujours ressenti que j'avais plus à dire, en fait.
Donc, c'est ça que je suis en train de faire actuellement. Je suis en train de créer toute un affluent, d'une certaine façon, s'il faut dire. Donc, je suis en train de fabriquer certaines autres histoires avec d'autres choses que j'ai à dire. Mais le groupe continue. Actuellement, on est jury sur une émission TV ici. Ok. Donc, il y a ça aussi qu'on est en train de faire. Donc, mais au même moment, ouais, c'est un peu ça. Je suis en solo aussi, en parallèle. C'est Ok, ça. ok. Donc voilà, pour finir, généralement, je demande un peu aux personnes que je reçois de m'expliquer un peu comment commence. Tu vois, j'aime bien en fait j'aime bien finir par le début. Ouais. Tu vois. Du coup, juste très rapidement, est-ce que tu peux me dire en fait qu'est-ce qui, dans ton enfance, est-ce qu'il y a un élément particulier qui te prédestine à la carrière, à une carrière dans la musique? Genre, c'est juste une passion que tu découvres comme ça par hasard ou bien est-ce qu'il y a un petit élément déclencheur dans ta tendre enfance? Absolument. Je crois que depuis que je suis né, j'étais musical. Ok, Et c'est bizarre, mais la chose la plus bizarre, c'est que j'ai été la dernière personne à remarquer, en fait. Et c'est drôle quand je raconte ça parce que je crois que j'ai commencé à me percevoir comme artiste en 2018, peut-être. ok, J'étais déjà dans un contrat avec une maison de production, j'avais déjà dit, mais peut-être à cause de la structure autour. Parce que chez nous, quand tu dis à la maison, ah, je vais être artiste, les parents, ils te regardent, ils font, mais qu'est-ce que tu racontes? Genre, oh ben, il se coule à Oboladiha. Donc, donc, je crois que inconsciemment, j'avais une sorte j'avais réprimé en fait ce côté. Donc, j'étais artiste, je faisais tout ce que les artistes faisaient, mais au fond, dans ma tête, il y avait un truc qui disait, ah, moi, je fais de la musique. Mais c'était pas, je suis artiste et je travaille avec de la musique, tu vois. Donc, je vois que ce moment, c'est arrivé beaucoup plus en arrière. Et quand ce déclic est apparu, tout a changé. Comme Donc en personne, la fait, façon dont je dans l'enfance, tu n'as pas eu de déclic en fait. En Genre fait, depuis j'ai chanté bébé. dans une chorale, j'ai toujours été musical, j'ai toujours fait certaines choses, mais je crois que dans ma tête, tout le monde faisait ça. Ok. Je chantais et puis les gens s'étonnaient, mais je me disais, pourquoi est-ce qu'ils s'étonnent? Tout le monde ne fait pas ça, en fait. Dans ma tête, tout le monde chantait, en fait. Ok. Donc, le moment où j'ai réalisé, en fait, c'était, wow, Tout ça a récemment pris en du fait. temps. Ouais, ça a pris du temps. Ok. Bon, bah, écoute, tu sais, le temps file. Donc, nous aussi, nous allons filer. Et nous allons partir pour la troisième partie. Ouais, gars, dis-moi, est-ce que t'as une machine à coudre? Ah, tiens, non. Pourquoi? On m'a dit qu'il fallait tailler un sujet sur mesure. Alors, Izzy, j'espère que tu passes un bon moment. Bah, moi, je m'éclate. Même si tu fais un peu le faillot et tu veux pas parler des choses qui piquent et tout ça, donner des noms, machin. Bon, on a espoir, hein, c'est pas encore Ça, c'est fini. les trucs que j'ai gardés pour l'autre interview Ah, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, là, pour le sujet taillé sur mesure, on va parler du Brésil, de la relation Brésil-Afrique. De par mon vécu là-bas, je sais que la perception que les Brésiliens ont de l'Afrique n'est pas toujours accurate, elle Ouais, n'est pas la c'est meilleure, elle ça. n'est pas toujours la meilleure. Je sais aussi que quand même, voilà, plus de 50% de la population a le sang africain qui coule dans les veines et il y en a quand même pas mal qui cherchent à renouer le lien avec Ouais. la terre de leurs ancêtres. Mais voilà, on est toujours voilà, dans une difficile relation de je t'aime moi non plus, qui n'est pas Ouais. arrangée par les informations qui circulent dans les médias. Et bon, en tout cas, voilà, tu as bien voulu évoquer ce sujet-là. Donc, bah, nous t'écoutons. Dis-moi un peu, raconte-nous. Bon, tu sais, avec un peu plus de temps ici, je crois que la première chose l'une des dernières choses en fait que j'ai remarqué, c'est que il s'est passé chez nous la même chose qui s'est passé au Brésil. C'est-à-dire, Sauf que, sauf que ici, il y a eu plus de temps et chez nous, ils n'ont pas eu tellement de temps. Quand la colonisation est arrivée chez nous, la première chose qu'ils ont faite, c'est quoi? Effacer tout ce qu'on avait comme richesse, effacer tout ce qu'on avait comme intelligence, effacer tout ce qu'on avait comme sagesse, effacer tout ce qu'on avait comme point fort
Donc, la religion de chez vous, c'est le diable. La médecine de chez vous, c'est pharmacopée. La musique de chez vous, c'est primitif. Tout ce qu'on a chez nous, c'est primitif, c'est mauvais, c'est du diable, c'est inférieur. Et ce qui est bon, c'est du blanc. La religion de chez eux, c'est ça. La médecine de chez eux, c'est plus évolué. Même la musique chez eux, c'est plus... Quand j'ai remarqué que les gens allaient chez nous en Afrique pour étudier le jazz, et nous, chez nous, on voulait étudier le jazz et on pensait que le jazz, c'était un truc des blancs. Donc, en fait, c'est la même chose qui s'est passé ici. Ils sont arrivés ici, ils ont effacé tout ce qu'il y avait comme intelligence originelle, indigène et tout ça, et africaine, et ils ont imposé le système européen, en fait. Sauf qu'ici, c'était 400 ans d'esclavage et de colonisation. Chez nous, c'était peut-être 40 ans, 60 ans de colonisation. Donc, on n'a pas eu le même temps de dégâts que chez eux. Donc, ici, il y a tout un processus qui s'est passé. Les gens ont perdu totalement leur identité. Chez nous, on a encore nos langues. Et nos langues, elles véhiculent une culture. On a nos proverbes, on a notre façon de voir la vie, tout ça. Et ici, ils ont perdu tout ça. Donc, ça fait que quand tu trouves un Brésilien normal qui a du sang africain, qui est noir, peut-être, il te dit, ah, mon grand-père est venu de l'Afrique. Mais tout ce qu'ils avaient comme notion de l'Afrique, c'était, ah, les esclaves sont venus d'Afrique. Tu vois. Donc, additionné à ça, il y avait quoi? La télé ici, quand elle passait des informations sur l'Afrique, c'était quoi? Les clichés des gens qui allaient en mission dans une ville au fond de la guerre au Dans un Rwanda. village. Et donc, c'est les enfants avec le ventre ballonné, tout ça, avec rachitisme et tout ça. Et donc, quand ils nous voyaient au début africains, je crois que nous, en fait, notre génération qui est venue ici au Brésil en 2010 en avant, c'est la génération qui a commencé à changer en fait la perspective des Brésiliens sur l'Afrique. Parce que nous, on est venu avec et ils ont commencé à voir que mais attends, ces Africains, ils ressemblent pas à l'histoire de rachitisme qu'on voit à la télé. Pourquoi est-ce qu'ils ont l'air plus intelligents, ils ont l'air plus sûrs d'eux, ils ont une identité ferme, ils ont une culture forte, ils ont tout ça. Donc les gens ont commencé à entrer en contact avec nous et je crois que notre musique aussi a fait un grand travail dans tout ça, le fait de notre position. Mais ça nous a permis en fait d'avoir un échange, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai certaines informations que j'ai, tu vois. Donc, et c'est pour ça que je dis que chez nous c'est passé la même chose, sauf que avec moins de temps. Mais si on avait pris si ça avait duré autant de temps chez nous, on aurait les mêmes problèmes aujourd'hui. Parce que chez nous, par exemple, on a les mêmes problèmes. On relie notre identité. On croit que plus le teint est clair, mieux la personne est. On croit que si on parle mieux français, on est plus intelligent. Mais attends, pause. Après de teint clair là, ça t'a arrangé quand même quand tu récupérais et charmais toutes les petites au collège protestant, non? Et tu ne nous laissais rien. Ouais, mais justement, en fait, c'est un truc que je n'avais pas compris avant d'arriver ici, en fait. Ok. C'est un truc, et pour moi, c'était naturel avant. Hein. C'était, on nous a dit que les teints clairs étaient mieux, et je sais pas. Mais quand tu commences à comprendre pourquoi est-ce que le teint clair est plus apprécié, et pourquoi est-ce que la beauté des filles qui ont le teint plus noir n'est pas valorisée comme la beauté des filles qui ont juste le teint clair, qui parfois ne sont pas aussi jolies que ça, mais juste le teint clair. Et donc, les gens maintenant, ils passent leur temps à détruire leur mélanine pour pouvoir avoir un... C'est la même chose en fait qui s'est passé ici. Donc, le Brésil, sauf que le Brésil, au lieu d'utiliser des produits de beauté des marques congolaises et nigériennes, ils ont essayé de clarifier la peau à travers le mariage, en fait. Donc, les gens noirs, ils se cherchaient des relations blanches pour avoir des enfants teint clair, des enfants métis. Et ces enfants métis, ils se cherchaient des relations plus claires pour que leur famille devienne blanche, en fait. Donc, mais aujourd'hui, je suis vraiment content de voir qu'on est dans un moment où le Brésilien, en général, il est dans un processus de recherche et d'accès à ce qu'est l'Afrique en vérité, en fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire un grand travail ici de recherche. Sauf que, en fait, il y a un problème ici qu'il y avait, c'est que les gens, ils avaient beaucoup de clichés dans la tête. Donc, quand on disait Afrique, c'était soit les enfants pauvres de la guerre, soit c'était une Afrique tellement traditionnelle. Ça, c'est les gens qui étaient... Ils imaginaient, en fait, que l'Afrique... Ça, c'est les gens qui étaient...
relié aux religions traditionnelles africaines, en fait. Mhm. Donc, ils imaginaient que l'Afrique, c'était quoi? Tout le monde est vaudouiste. Et il faut, en fait, c'est ça, en fait. Donc, les gens s'habillent en blanc avec les tissus de Yemanja et tout ça. Mais, et après qu'il y a eu Black Panther, les gens ont commencé à visualiser une Afrique qui était une Afrique high-tech, qui était Wakanda, en fait. Mhm. Mais les gens, je crois qu'ils ont un mal à comprendre qu'il y a une Afrique réelle, qui est un peu de tout ça, mais qui n'est pas exactement un ou un autre aspect, en fait. Donc, il faut en fait se laisser découvrir, en fait, la vraie Afrique, quoi. Mm. Et il y a un truc qui est fort chez moi, en fait, que je pense, c'est que chez nous, on a accès à beaucoup de choses qu'on néglige. Je me souviens quand j'étais adolescent, j'avais un ami qui était kabyle, je crois, Oui. mais il ne parlait pas sa langue. Et pour moi, c'était un truc que je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il ne parle pas sa langue? Mais ses parents parlaient avec lui en français à la maison. Donc, Ok. dans la tête des parents, c'était quoi? Ah, donc si j'enseigne mon enfant à parler français, il ne parle que français. C'est un petit blanc. Mais le petit, il a été privé de toute une culture, de toute une richesse. Et aujourd'hui, je comprends en fait le mal que c'était et je rends grâce parce que mes parents, ils étaient genre, ah, tu vas apprendre français à l'école, mais ici à la maison, on va parler Mina. On va parler Évé. Et c'est parce que mes parents, ils avaient compris en fait. Mais nous avons beaucoup d'informations, les rois traditionnels chez nous. Mais le Togolais moyen, s'il connaît beaucoup plus de son histoire, je ne sais pas aujourd'hui comment c'était, mais dans notre temps, si on connaissait beaucoup de notre histoire, c'est ce qu'on a appris à l'école, la Gokoli et puis tout ça en fait. Mm. Mais il y a tout un accès, toute une information qu'on n'a pas accès. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un nouveau programme de cours d'histoire ça au Togo. Mais il faut qu'on retrouve en fait nos origines, nos racines et qu'on s'approfondisse en fait dans ces choses. Parce que la colonisation chez nous, elle nous a privés de tout ça. Et donc, on a renié nos racines, on veut être européen, on veut être américain. Moi, même la musique que je faisais, c'est dans ma tête, en fait, moi, je voulais être Chris Brown, en fait. Mais Alors que tu peux être aujourd'hui- Barabbas. Exactement. Mais aujourd'hui, je suis Easy Mister. Ah, Mais tu vois, donc, aujourd'hui, je peux dire que je suis plus africain parce que je suis sorti de chez moi, tu vois. Donc, parce que maintenant, je regarde avec une vision différente. Ouais. Je comprends en fait ce qu'on avait chez nous qu'on ne savait pas. C'est pour ça que chaque jour, je pense à Foufoui. Et du coup, en fait, il a fallu que tu sortes de ton continent, de ton pays, pour te rendre compte à quel point tu étais africain et à quel point tu étais riche de ton Ouais. identité. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Tu sais, chez nous, on a appris tout sur tout le monde, sur les Chinois, les Japonais, les Américains, les Amérindiens, tout ça. Mais le Togolais, Évé, il ne sait rien des Kabyles. C'est Il dommage. ne sait pas grand-chose sur ce que les Bassards font chez eux, sur ce que les Losso font chez eux. C'est Le dommage. maximum qu'on sait sur les Losso, c'est que c'est des sorciers. Tu vois? C'est Est-ce que grave, ce en sont fait. des sorciers? Mais tu sais, c'est grave en fait. C'est subtil, mais c'est grave. C'est très grave en fait. J'ai écouté l'épisode de Noir Velours et elle a dit beaucoup de choses qui m'ont marqué en fait. Et je pense beaucoup sur cette ligne en fait. Pas nécessairement, en fait, nécessairement. Il y a aussi un extrême parfois que bon, je ne sais pas si c'est exactement l'extrême, mais bon. Je crois qu'il faut qu'on ait une sorte de connaissance basique sur nos religions traditionnelles. Non nécessairement qu'on commence à suivre par exemple, moi je suis chrétien et je crois que je crois pas que ça va changer. Mais c'est parce que j'ai une vie spirituelle qui est basée sur certaines choses. Mais il faut qu'on comprenne en fait qu'est-ce qu'il y a chez nous en fait. Et qu'on C'est sait pas, important. parce que quand on rencontre un bouddhiste, on se dit pas c'est le diable, on se dit c'est des bouddhistes. Mais quand on rencontre quelqu'un qui suit une religion africaine, on se dit ça c'est le diable. C'est le diable. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on retouche, qu'on se reconnecte, qu'on recherche, qu'on comprenne, tout ça. Actuellement, j'ai une carte dans ma tête le jour où je mettrai pied en Afrique. Il y a beaucoup d'endroits que je veux aller, que je veux connaître personnellement, parler avec les gens de là-bas, écouter l'histoire en fait du peuple en fait. C'est important parce que pour nous construire ou nous reconstruire, c'est important en fait que nous sachions d'où nous venons, qui nous sommes, que nous comprenions en fait
comment dire, les liens forts qui ont existé avec nos terres, nos us, nos coutumes Absolument. et qui ont fait de nous les hommes que nous avons été dans le passé. Cela nous permettra de mieux comprendre qui nous sommes aujourd'hui et de mieux Mhm. construire ce que nous serons demain, ce que nos progénitures seront demain. Donc ça, en fait, quand tu regardes la plupart des pays développés dans le monde, bon, tous, en fait, ils font les choses à leur sauce, hein. Les Chinois, ils ont leur culture à eux. Les Indiens, ils ont leur Mhm. culture à eux. Qui d'autre? Je sais pas, en tout cas. Bref, même les Italiens, C'est ils une ont leur sagesse culture millénaire, à en fait. eux. Voilà, c'est du genre, Ils ils s'alimentent, s'appuient, ils s'alimentent voilà, selon leur tradition. Ils selon mangent, leur ils boivent leur tradition, thé, exact. justement, Nous, on tout sait même pas ce qu'on bêtement, hein, mange chez nous. tout On veut bête. manger de la pizza et McDonald's. Justement, tout bêtement, la pizza, par exemple, les spaghettis, tu vois, c'est foncièrement italien. Et quelque part, c'est ça même qui fait leur richesse parce que ils vendent partout dans le Mhm. monde. Et puis, je ne sais pas combien est-ce que cela rapporte à leur économie, hein, mais c'est avant tout un élément culturel. Donc, Uh-huh. et ça, en fait, ça part de la valorisation nationale de la chose. Tu vois, d'abord la valorisation locale, ensuite Voilà. communautaire, ensuite cantonale, régionale, nationale, et après, voilà, ça part au niveau international. Donc, chez nous, on a tout intérêt à Oui. récupérer, en fait, ce qui fait de nous ce que nous sommes, ce qui a fait de nous ce que nous avons été, ce qui est dans l'essence même, ce qui fait l'essence même de l'Africain et puis ensuite Ouais. comprendre au moins et puis voir comment exploiter tout cela, ce savoir, ces connaissances culturelles-là pour, voilà quoi, pour avancer. C'est seulement comme ça hein, qu'on pourra réussir. C'est pas en copiant et collant ce que les autres font. Ouais, exactement. En tout Exactement. cas, Mais c'est tout un processus. J'ai un livre qui va sortir d'ici peu, qui parle un peu de ça. Je suis en train de penser à avoir une version traduite aussi pour chez nous, en français au moins, ok. ou en anglais au minimum. Et Mais ça touche bah, un peu sur avec les plaisir, recherches. hein, on sera là pour écouter, pour lire Oui, et pour oui. partager et voilà. Bon, le temps file, nous devons filer Ouais. aussi avec lui. Nous allons passer à l'outro. Ça y est, c'est bientôt la fin du podcast. Pour clôturer en beauté, on passe à l'outro. Mon gars, easy. Yep. On Yes, approche sir. tout doucement de la fin. Donc, Good luck. bien, écoute, tu connais déjà un peu comment ça fonctionne, l'outro. Je pose des questions, tu réponds du tic au tac avec la première chose qui te Tac. vient à l'esprit. Et puis voilà, c'est calé, on fait ça bien. Du coup, la première Yeah. question que je vais te poser, elle est celle-là. Bon, on te sait assez talentueux, hein, mais est-ce que tu as un autre talent que tu aurais aimé avoir? La science. La science, c'est-à-dire. Euh, Physique, laboratoire, tout ça. Ok, ok, ok. Good, 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 good. Alors, dis-moi, quel est l'acte le plus généreux que tu as jamais posé dans ta vie? Enfin, quel est l'acte le plus généreux que tu as posé dans ta vie? Un jour, j'ai abandonné, c'est une phrase forte, mais j'ai laissé à quelqu'un une opportunité qui était une opportunité en or. Ah ouais, Et laquelle? ouais, j'ai Dis-nous un peu. un truc en fait, qui allait rapporter beaucoup d'argent, mais la personne était beaucoup. Bon, je crois que peut-être j'étais même un peu plus équipé, mais je crois que c'était son opportunité. Tu sais, parfois quand tu sais au fond que ah, ça c'est pas pour moi, c'est venu dans mes mains, mais c'est pas pour moi. Mais ça a été un peu difficile. Mais à la fin, je n'ai jamais regretté ça. En fait. Ok. Et qu'est-ce qui constitue le plus grand regret de ta vie? Si tu en as un. It's a heavy question. Peut-être ne pas avoir passé tellement de temps avec ma grand-mère. Avec qui? Avec ma grand-mère maternelle. Hmm. Ok. D'accord. Genre, tu aurais aimé passer plus de temps avec elle. Oui. Pourquoi Mais, particulièrement? au même moment, j'ai passé assez de temps avec elle, mais je crois que je n'étais pas aussi présent que ça. Elle n'avait pas la même valeur qu'elle a aujourd'hui, en fait. Hmm. Je crois Ok. que quand on se distance un peu de quelque chose, on se rend compte
comment c'est important en fait pour nous. Hmm. C'est ça. Ok. Alors, dis-moi, c'est qui la personne la plus connue de ton carnet d'adresses? Wow, I know a lot of people. Essentiellement, c'est les fameux Brésiliens. Il y a une, je ne sais pas si elle est la plus connue, si l'autre est le plus connu, mais ouais, il y a une présentatrice brésilienne qui s'appelle Fernanda Lima. Je crois que Fernanda c'est elle. Lima, hein? Ouais. Ok. Non, c'est pas elle, c'est peut-être Thiaguinho. C'est un Ah, chanteur aussi. Thiaguinho, quand même, c'est très connu, hein? Mais C'est le bras droit de Fernanda Lima, Lima. elle est chez Globo? Oui, elle est chez Globo. En fait, c'est elle qui Ah. présentait notre programme aussi. Donc. Oh, ok, oui, c'est vrai. Ah, peut-être Rodrigo. Ouais, aussi. Mais en fait, c'est le genre du showbiz ici. Essentiellement. Ok. Ah, mais Fernanda Lima, vous êtes toujours en contact? Ouais. Ah, bah, fais-lui un coucou de ma part. Salut, Oh là là, frère. dis-lui que je l'embrasse très fort, hein, qu'elle pense bien à moi. Alors. Dis-moi, selon toi, combien est-ce qu'il faut pour se considérer riche? En argent? En tout cas, la question, elle est ouverte, tu me réponds comme tu veux. Je crois qu'il faut Waouh. Il faut que les gens autour de toi soient aussi riches que toi. Au moins, soit aient les portes ouvertes aussi pour le devenir. Donc, du coup, tant Parce que que les gens autour si- de toi ne sont pas riches, toi, tu n'es pas riche. Même si tu Ouais, as tu de n'es pas l'argent. encore riche. Oui, exactement. Parce que bah, à la fin, tu deviens la personne sur laquelle tout le monde compte. Et c'est pas encore ça, en fait. Mais quand tout le monde a une structure financière assez basée, vous vous supportez et c'est plus facile d'investir les uns dans les autres et de grandir ensemble. Et à la fin, tout le monde devient plus riche parce que c'est ça que les Juifs font. Bah, c'est vrai, c'est pas faux, c'est une belle réponse. Et pour finir là-dessus, l'ascenseur de ton immeuble est bloqué, tu es à l'intérieur, ça va mettre 1 heure ou 2 à se réparer et on te donne quand même la possibilité de choisir une personne pour te tenir compagnie pendant ces 1 heure ou 2. Tu choisis qui? N'importe qui, you just name it, tu donnes le nom, on te l'apporte. Personne vivante, décédée, star, Barack, n'importe qui. Jésus-Christ de Nazareth, tu donnes seulement le nom, t'apportes ta personne. Tu prends qui? That's a heavy question. Peut-être Jésus-Christ. Parce que Tu ramènes Jésus? Parce que je crois qu'il aurait beaucoup de réponses en fait dont j'ai besoin. Ou pas, ou peut-être qu'il va te fournir beaucoup plus d'énigmes. En fait, Ouais, mais comme il connaît tout le monde, techniquement il connaît tout le monde. Jésus, c'est une réponse assez facile quand même, du genre Ouais. peut-être une personne, voilà Mais que. une personne qui soit pas une personne spirituelle, disons. Bon, après tu peux aussi rester sur Jésus si tu veux, hein. Mais attends, ouais, je cherche en fait dans ma tête aussi. Je crois que peut-être un de mes ancêtres, mon grand-père côté paternel que j'ai jamais connu physiquement. Je crois que c'est peut-être quelqu'un que... Ok. Donc là, cela dénote en fait de ta forte volonté de retourner à tes racines, hein. Oui. Ouais, Et pourquoi est-ce que tu ne rentres pas à Lomé depuis? Qu'est-ce qui t'empêche? That's a question of time. Mais d'ici peu, je suis là. Ok, d'accord. Bon, bah, Lomé t'attend. Nous t'attendons. Et nous t'accueillerons les bras ouverts pour que tu te fasses enfin découvrir par le peuple togolais. Et bah, du coup, merci. J'espère que tu as passé un bon moment. On est arrivé pratiquement au bout de l'aventure. Et puis, je pense que je t'ai coupé. Tu voulais dire quelque chose. Je te laisse dire ce que tu avais à dire et puis enchaîner avec le mot de fin pour nos auditeurs et pour toi-même et aussi pour moi, pourquoi pas. Bah, c'est moi qui te remercie. J'aime beaucoup ton podcast parce que je crois qu'il a
Il y a un truc différent, c'est qu'il y a des questions différentes et puis bah, on touche un peu à certaines personnes qu'on n'aurait pas nécessairement accès aussi. Je crois que c'est un truc important. Peut-être mon mot de fin, ce serait un grand coucou à Lomé, un grand coucou au Togo, un grand coucou à tout ce que je porte. Tu sais, je suis pas une personne qui est vraiment... je crois que tu me connais un peu plus, donc tu sais un peu, genre, personnellement, je suis 100% par téléphone, je suis peut-être 70% et par message, je suis 3% de ce que je suis. Ça, je peux confirmer. Donc, je ne suis pas vraiment une personne qui, parfois, maintient contact comme il devrait. C'est un truc que je suis en train de travailler. Mais il y a beaucoup de choses, de personnes que je porte dans mon cœur. Je n'oublie pas les gens, en fait. Je n'oublie personne, mais c'est juste que parfois j'ai un peu de mal à être en contact. Mais je me souviens de tout le monde et donc j'ai un coucou à tout le monde, de Aurel, Magri, Precious, à Ghetto Mike, à Neville, à tout le monde de Soul Music, de Brown, tout ça. Les gens de ma famille, et tout ça. Tout le monde, en fait. Tout le monde. Vous êtes tous dans mon cœur. Même si je n'apparais pas souvent, vous êtes tous dans mon cœur. Et voilà. Donc, coucou à Lomé, coucou à tout le monde. Et bah... Les gens du Cap-Vert aussi, on les salue, non? Ah, Cap-Vert. Bon, qu'est-ce que là? Bon, en tout cas, je dis, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et puis, bah, chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Et bah, voilà, c'était Easy Missoura pour vous servir, en compagnie de Marek Kavi pour vous servir. Donc, excellente soirée chez vous et portez-vous bien. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Allez, ciao. Ciao. I shut up in them rappers when unseen. Plus I don't compete, I'm on my own lane. How many niggas you know who can rap in 5 languages and on every track really go all in? It's on, yeah, I've been on. I know that I'm lit, y'all. We did not keep on, just like Nicky said it. This is King Kong, and I got a list of all my real one. Niggas going ape shit, but I quit being dumb. They're just trying to be on one of my next songs. My first really on Spotify, and I plan on doing this 100 times. My name is Eve, I came to make your rappers' lives hard. Really? 50 cents on the back part of my rap bars. See me popping up on Times Square, I go that far. After I take Europe, I got Japan in my next car. And I always be whatever they gonna be, so they wondering why they were looking at me. When I pulled over, everybody was really just out there wilding out. So the niggas over thinking it's sweaty G. I mean, I feel